Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Rencontre. Voilà. L'année 2016 vient de démarrer et une grande question hante déjà les esprits des observateurs internationaux. L'atterrissage dur de l'économie chinoise sera-t-il inévitable? Et cette question se pose dans un contexte très particulier. D'un côté, l'économie mondiale reste très instable. La Réserve fédérale américaine augmente ses taux d'intérêt pour attirer le retour des dollars vers les États-Unis, tandis que le prix de pétrole est toujours en chute libre. De l'autre côté, l'économie chinoise donne quelques signes de faiblesse. Sa monnaie, renminbi, se dévalue, sa croissance ralentit et sa bourse connaît aussi des turbulences. Il y a juste quelques jours, il a chuté encore 7%. Alors, toutes ces tendances, comment toutes ces tendances vont influencer l'économie mondiale? C'est la question que je vais poser à mes deux invités, économistes Ding Yifan et journaliste Richard Artz. Avant de commencer, je vous invite, comme d'habitude, de regarder un reportage. Décision déjà annoncée il y a quelque temps par la Banque centrale chinoise, l'utilisation du yuan offshore, échangeable en dehors de la Chine continentale, est depuis le 25 janvier 2016 plus difficile. Les banques étrangères ont désormais obligation de placer une partie de leurs dépôts en yuan à la Banque centrale chinoise. Une décision qui vise, selon les médias internationaux, à contrecarrer les spéculations et garantir la solidité financière de la monnaie chinoise. La Banque centrale a admis qu'elle avait pris cette décision face à la pression des spéculateurs pour s'assurer que le taux de change du renminbi reste à un niveau fondamentalement stable. Le yuan chinois a été soumis ces derniers mois et ces dernières semaines à des pressions continues de la part des marchés étrangers, entraînant une flambée des taux offshore complètement déconnectés des réalités financières. Le Conseil des affaires de l'État a publié en janvier le chiffre de la croissance chinoise qui atteint pour 2015 6,9%. Selon les experts, 2016 devrait encore être une année difficile pour la Chine, avec la menace toujours présente d'un important ralentissement économique. Sur le plan positif, le fait que la restructuration économique chinoise se déroule durant une période de ralentissement devrait permettre l'émergence de nouvelles industries. Baromètre de l'économie chinoise, le marché des actions connaît des remous depuis le début de l'année 2016. Dans le même temps, les bourses mondiales, depuis janvier, sont partout en baisse, les prix des produits de base s'effondrent et les investisseurs s'inquiètent de la possible émergence d'une nouvelle crise mondiale. Voilà, mes deux invités, d'abord Richard Artz, vous êtes journaliste de longue date, vous avez commencé votre carrière professionnelle à RTL. Et puis, c'est une longue histoire. Bon, on va passer. Et aujourd'hui, vous êtes correspondant du Parisien et le chaîne parlementaire à Pékin. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Voilà, Ding Yifan, vous êtes économiste et politologue. Vous avez travaillé en France, vous avez obtenu votre doctorat dans l'Hexagone. Et puis, vous travaillez maintenant ici à Pékin, dans des universités. Vous êtes toujours le directeur de l'Institut des recherches du développement du Conseil d'État. Et vous êtes auteur de plusieurs ouvrages aussi. Voilà. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Voilà, ma première question, juste, c'est à vous. Alors, la bourse de Shanghai, ça a encore chuté, 7%. C'est maintenant, apparemment, il est tombé au-dessous de 3000 points. C'est à peu près 2008. Est-ce que c'est un mauvais signe pour l'économie chinoise? En fait, on avait l'habitude de dire que la bourse, c'est le baromètre de l'économie. Mais en réalité, quand on observe de près les fluctuations de la bourse, surtout de la bourse de Chine et de la bourse de beaucoup de pays dans le monde, eh bien, on a l'impression que finalement, l'état de santé de la bourse est complètement séparé de l'économie. C'est pas comme les autres pays. En général, bourse monte, l'économie va bien.
Non, Donc non, chute c'est dans le l'économie. passé. Dans le passé, et il y a une espèce de lien entre l'état de santé de la bourse et l'état de l'économie. Et maintenant, Mais c'est séparé. aujourd'hui, c'est complètement séparé. Même aux États-Unis, en France, en Europe, etc., il n'y a rien à voir entre la Même bourse l'économie va et très l'économie. bien, la bourse peut chuter. Très bien. Donc, tout cela montre qu'une fois de plus, la bourse est devenue un lieu où les flux de capitaux déterminent le prix, le haut et le bas de la bourse, les prix. Donc, cette fois-ci aussi, la chute des prix de la bourse de Shanghai et de Shenzhen, donc de la bourse chinoise, ne reflète pas vraiment l'état de santé de l'économie chinoise. Ça reflète seulement les flux de capitaux. C'est-à-dire le C'est-à-dire capitaux quitte que- la Chine. Il y a une partie de capitaux d'investissement ou d'emprunt aussi qui sont en train de quitter le marché chinois. C'est peut-être à cause de l'augmentation de taux d'intérêt Parce de la que, réserve. oui, d'une part, parce qu'il y a une différence d'intérêt entre la Chine et les États-Unis. Parce que la Réserve fédérale est prête à relever le taux d'intérêt. Du coup, les intérêts de tous les produits financiers dénominés en dollars vont monter. Et les investisseurs, quand ils pensent à ça, ils veulent toujours avancer un peu plus vite que la décision de la Réserve fédérale. Ils veulent aller d'abord sur le marché des capitaux aux États-Unis pour que lorsque le prix, lorsque l'intérêt monte, eh bien, ils pourraient gagner l'avantage. Donc, si la bourse aux États-Unis monte, cela ne veut pas dire non plus que l'économie américaine va bien. Justement, cette tendance peut être inversée parce que tout récemment, la Réserve fédérale a tenu une réunion pour débattre si, comme d'habitude, la Réserve fédérale devrait procéder à un relèvement de taux d'intérêt par 4 fois. Parce que normalement, selon les plans, ils doivent relever 4 fois le taux d'intérêt et chaque fois 0,5% pour arriver à 1% à la fin de l'année. Mais, curieusement, beaucoup de membres du comité d'administration de la Réserve fédérale s'y opposent maintenant. Et ils disent que non, c'est un peu hasardeux de faire maintenant. Ils disent que comme le prix de pétrole continue à chuter, Oui. cela pourrait avoir des impacts importants sur des sociétés financières et des sociétés énergétiques aux États-Unis. Pour stabiliser la bourse aussi, pour stabiliser la bourse, il serait prudent de maintenir telle qu'elle est la politique monétaire, c'est-à-dire ne pas accélérer le pas de relèvement de taux d'intérêt. Trop rapidement. Et ils disent que finalement, dans l'année, il serait fort probable que la Réserve fédérale ne relève qu'une seule fois le taux d'intérêt. Mais n'empêche que les investisseurs pensent qu'il serait moment de quitter le marché chinois et de rejoindre retourner. le marché américain. Et donc, c'est assez logique. Dans ces conditions, en Chine, on essaye d'adapter le marché boursier à la fois à ce qui se passe en Amérique, la hausse du taux, et puis également à un autre aspect de l'économie actuelle, c'est le ralentissement de la croissance en Chine. Et il faut arriver à trouver une sorte d'équilibre. Et puis en plus, vous y avez fait allusion, mais il y a cette fuite des capitaux, de certains capitaux en Chine, qui vont vers, par exemple l'Amérique, vers des marchés qui sont plus intéressants, parce qu'ils considèrent qu'ils vont gagner plus là-bas. Et je ne sais pas très bien comment ils font pour sortir les capitaux, parce que c'est assez encadré en Chine, mais enfin, ça se passe comme ça. Mais je crois quand même que sur l'actualité, c'est-à-dire le fait qu'il y a une baisse, un ralentissement en Chine, une raison doit être, me semble-t-il, l'approche des fêtes de Nouvel An. Chinois, chinois, chinois. le Nouvel An chinois. C'est le peut-être 8 février. Oui.
Eh bien donc, c'est peut-être pour garder un certain calme sur les marchés et faciliter donc la consommation par les individus Les ici bourses en seront Chine. fermées pendant 8 jours. Oui, que la Banque de Chine a injecté pas mal de millions de yuan dans le système financier. Il y a une espèce de crainte à l'approche de cet événement, je pense, qui explique qu'il y a eu ces sortes de dévaluation. Enfin, on a mis de l'argent dans le système et on va rentrer dans une période où les Chinois vont avoir besoin de beaucoup d'argent pour acheter, pour les fêtes justement, et puis aussi les employeurs pour les primes qu'ils donnent à leurs ouvriers, à leurs employés. C'est donc pour ça que la Banque centrale a sans doute provoqué un mouvement maintenant. C'est peut-être à prendre en considération aussi. Bon, mais il y a un autre signe, c'est la devise. C'est renminbi continue à dévaluer. C'est le taux de change entre le renminbi et le dollar américain. Oui. Le renminbi a dévalué un peu contre le dollar américain, mais si on prend la valeur du renminbi est mesurée avec l'euro, le yen, la livre sterling, etc. Le renminbi n'a pas tellement dévalué. Donc c'est un problème seulement face au dollar américain. Donc tout cela est lié ensemble. Parce que j'ai lu tout récemment des rapports faits par des sociétés de conseil américaines ou anglaises, etc., qui disent que finalement, depuis l'an 2010, il y a beaucoup d'entreprises chinoises qui ont emprunté, qui ont profité de leurs filiales à l'étranger pour emprunter sur le marché des capitaux étrangers, surtout sur le marché des capitaux américains. Et puis, pour faire rentrer des capitaux de l'étranger en Chine, parce que, souvenez-vous qu'en 2010, le dollar était très bas. Le dollar a beaucoup dévalué, donc le dollar était très bon marché. Ces sociétés chinoises empruntent du dollar. Et maintenant, pour le vendre aujourd'hui. C'est ça, pour les convertir en Chine, en renminbi. Et comme le renminbi était en cours de réévaluation et le taux d'intérêt était plus élevé qu'aux États-Unis, donc ils gagnent sur les deux tableaux. Donc ils gagnent des profits parce que les taux d'intérêt sont différents. Parce que le renminbi était en réévaluation et le dollar était en dévaluation, du coup ils gagnent. Mais cette année, comme la tendance a été renversée, donc la réserve fédérale est en train d'élever. Et l'été dernier, la Banque populaire de Chine, donc la Banque centrale de Chine, a décidé de restructurer les mécanismes de détermination de la valeur de sa monnaie, c'est-à-dire le taux de change. Avant, le taux de change de renminbi était plus ou moins arrimé sur... fixé sur le dollar américain. Et alors, on a changé les mécanismes de détermination de sa valeur. Donc, cette fois-ci, la valeur du renminbi sera déterminée en fonction d'un panier de monnaies, c'est-à-dire le dollar, l'euro, la sterling pound, le yen, etc. Ce qui fait que, comme les autres monnaies ont déjà beaucoup dévalué contre le dollar, l'euro a dévalué à peu près de 20% contre le dollar américain. Le renminbi, du coup, arrive à dévaluer un peu, à peu près de 6 à 8%. Ce qui provoque donc une panique sur le marché. On dit que le renminbi va dévaluer, etc. Donc les capitaux étaient empruntés sur le marché, commencent à sortir de Chine. Donc, comme il y a une sortie massive de capitaux, ça provoque un peu aussi la baisse du taux de change, donc la dévaluation du renminbi. Donc, la dévaluation de renminbi n'est pas liée non plus avec la santé. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec l'économie réelle. C'est-à-dire qu'on ne peut plus raisonner maintenant sur un fonctionnement ni sur du renminbi. Ni sur la valeur de monnaie. Non. Oui, c'est-à-dire qu'en tout cas, le yuan est maintenant impliqué dans un mouvement beaucoup plus général. Oui. Il faut en tenir compte. Et lorsqu'il y a des sortes de dévaluation du renminbi, c'est mécaniquement
pour que les produits en yuan soient plus compétitifs et se vendent mieux en Europe et aux États-Unis, alors que les produits européens, eux, ça va être un petit peu plus cher pour eux pour pouvoir se vendre en Chine. Et puis il y a aussi la dette en dollars de la Chine, qui à chaque fois, évidemment, ça va coûter plus cher à la Chine, mais il faut passer par là pour pouvoir mieux vendre aussi un certain nombre de produits. C'est l'effet assez normal d'une mini-dévaluation. Si on regarde sur la réserve de devises en Chine, il y a une perte de à peu près 600 milliards de dollars. C'est énorme, non? C'est énorme. En principe, c'est énorme. Mais en réalité, ce n'est pas tellement important. Parce que c'est causé par 3 facteurs. D'abord, parce que quand on dit la réserve de la devise chinoise, elle était de l'ordre de plus de 3900 milliards de dollars. Et maintenant, c'est à 3400 ou 3500, quelque chose comme ça. Donc, il y a une perte, mais c'est un problème de calculation. En fait, de calcul. En fait, parce qu'une partie de la réserve de devises était en euros, en yens ou en livres sterling. Comme ces monnaies ont dévalué contre le dollar, du coup, calculé en dollars, donc en apparence, il y a une perte. L'inverse peut se faire aussi. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a un tiers de la perte est dû aussi au changement de taux de change d'autres monnaies contre le dollar américain. Mais le tiers de cette perte, en apparence, de la devise, est dû aussi à 2 facteurs. D'abord, la Chine a beaucoup investi cette année à l'étranger. Ça aussi, ça fait perdre la réserve de la devise. Si les entreprises chinoises investissent en Europe, ils doivent utiliser une partie de la réserve de devises. 55 milliards en Proche-Orient, on va en parler. C'est ça. Donc tout cela fait partie de la perte de devises de réserve. Mais aussi, il y a aussi la fuite des capitaux. La fuite des capitaux. La fuite des capitaux compte à peu près pour le tiers de la perte de la réserve de devises. Et l'intervention de la Banque centrale pour maintenir la valeur de monnaie chinoise, ça ne fait pas perdre les réserves, non? Ils sont bien forcés de puiser dans la réserve. En apparence, l'intervention fait perdre aussi une partie de la réserve. Mais en fait, c'est dérisoire par rapport à l'énorme réserve de devises. Il y a une autre histoire sur la monnaie chinoise, c'est que entre la Chine et la Russie, il y a un commerce de pétrole. Et pour la première fois, on n'utilise plus le dollar, mais renminbi est surtout à l'ordre de 120 milliards de yuan pour payer le pétrole importé de la Russie. Certains observateurs commencent à utiliser le terme pétrodollar. Voilà. Pétrole-renminbi. Et qu'en pensez-vous de cette sorte de... En fait, d'une manière ou d'une autre, les pays producteurs de pétrole en ont un peu marre du dollar américain. Parce que, comme depuis la crise du pétrole dans les années 1970, eh bien, le dollar américain est devenu la seule monnaie déterminante du prix du pétrole. Oui, maintenant, ce n'est plus le cas. Et depuis, les pays producteurs de pétrole sont constamment angoissés par la fluctuation du taux de change du dollar. Et depuis cette fois-ci aussi, ils en ont marre. Parce que chaque fois, le dollar monte ou le baisse, ça provoque une chute ou une montée brusque du prix du pétrole. En ce moment, c'est plutôt une baisse. Oui, c'est ça, c'est lié à la hausse du dollar. Parce que la dollar hausse, quand le dollar réapprécie, le prix du pétrole chute. Inversement, quand le dollar dévalue,
le prix du pétrole monte. C'est toujours comme ça sur le marché. Là, la baisse a été plus forte que la hausse du dollar. La hausse du dollar, Ça, c'est vrai. Évident. C'est vrai. Mais Moins de 30 dollars, hein, c'est 30 dollars. Comme il y a toujours des relations entre ça et les pays producteurs de pétrole en ont un peu marre. Donc ils veulent changer ça, ils vont avoir un peu plus de stabilité, de prévoyance dans l'offre et la demande sur le marché mondial. Donc ils veulent faire intervenir d'autres monnaies et c'est pour ça que la Russie, un producteur important sur l'échelle internationale, a décidé de fournir du pétrole à la Chine en échange de la monnaie chinoise, au lieu d'avoir de la monnaie américaine. En plus, je pense que tactiquement, la Russie a intérêt à avoir plus de renminbi que de dollars, parce que la Russie est toujours sous la sanction financière. Ah oui, c'est-à-dire que même politique, avec du dollar américain, la Russie ou les entreprises russes n'arrivent pas à dépenser. Parce qu'elles sont sous la sanction financière. Donc c'est pour ça que la Russie tombe tellement face à dollar. Donc la Russie aurait intérêt à avoir plus de renminbi, parce qu'avec du renminbi, elle peut importer des produits de la Chine. La Réserve fédérale américaine montre prudent pour augmenter son taux d'intérêt, mais quand même, on se rappelle que la fois dernière, lorsqu'il y avait la crise asiatique, c'était justement après l'augmentation de taux d'intérêt de dollars. Et cette fois-ci, malgré tout, il augmente le taux d'intérêt. Est-ce que ça va provoquer encore une fois une crise internationale? Je sais ce que prévoient les institutions internationales comme le FMI ou la Banque mondiale. Chaque fois que la Réserve fédérale relève le taux d'intérêt ou chaque fois que la Réserve fédérale rentre dans un cycle de relèvement de son taux d'intérêt, eh bien, il y a une crise financière quelque part dans le monde. Oui, c'est parce que le dollar revient. C'était le cas dans les années 80. Pour l'Amérique du Sud. C'était, oui, la Réserve fédérale est entrée dans un cercle de relèvement de taux d'intérêt, c'est-à-dire successivement, parce que durant toutes les années de 1970, la Réserve fédérale a maintenu un taux d'intérêt très bas, parce qu'à l'époque, les États-Unis, comme l'Europe, étaient angoissés par la récession économique, etc. Donc, la Réserve fédérale avait maintenu un taux d'intérêt très bas, donc avec beaucoup de liquidités fournies au marché, etc. Et entré dans les années 90, Reagan avait renversé la tendance et la Réserve fédérale avait relevé brusquement le taux d'intérêt. Du coup, c'est la faillite, c'est la crise financière dans les pays latino-américains. C'est pas exactement la tendance aujourd'hui. Il n'y a pas une remontée. Non, ça va monter peu à peu, peut-être. Peu à peu. N'empêche que c'est un cercle de relèvement de taux d'intérêt, donc ça va relever jusqu'à au point. Ça peut avoir les mêmes conséquences? Sûr, ça va avoir les mêmes conséquences. Dans les années 90, c'est la crise financière dans les pays latino-américains. Dans les années 90, la Réserve fédérale a fait la même chose, c'est la crise asiatique. Donc en 97, 98, puis cette fois-ci, ça commence tout juste. Donc ça va durer un an ou 2 ans. Non, on ne sait pas, parce que ça va durer 1 an ou 2 ans. La crise arrivera seulement à ce moment-là, pas aujourd'hui. Est-ce que la Chine pourrait être le prochain victime? Je ne pense pas, parce que la Chine a une réserve de devises énorme, incomparable. Et en plus, officiellement, le gouvernement chinois a encore le contrôle des capitaux. Et on a encore les moyens, légalement et administrativement, de contrôler. Il y a quelques jours, à Davos, le fameux investisseur américain George Soros avait prédit que
l'atterrissage dur de l'économie chinoise est inévitable. Alors, qu'en pensez-vous? Oui, donc, en fait, il a dit plusieurs choses. Exactement. J'ai lu l'entier. Il a dit que l'atterrissage avait déjà eu lieu. C'est ça. Il avait dit que l'atterrissage en dur avait déjà eu lieu en Chine et qu'il a une très mauvaise version de la bourse américaine. Il vend aussi ses actions. J'ai relevé exactement ce qu'il a dit. Il a dit oui. La Chine, elle a des ressources pour gérer au mieux cet atterrissage. Et beaucoup plus de marge de manœuvre que beaucoup d'autres pays. Parce que ça dépend quels sont les critères d'un atterrissage en dur de l'économie. Voilà. Pour George Soros, une chute de croissance de 2 points de pourcentage, c'est un atterrissage en dur. Et dans ce cas-là, c'est probablement vrai. Parce que la Chine avait l'habitude d'un taux de croissance de 9 à 10%. Et on est ramené à un taux de croissance de 6,8. Même si on arrive à un taux de croissance à 7%, il y a plus de 2% de chute. Et pour Soros, c'est un atterrissage en dur. Donc ce n'est pas si grave que ça. Non, mais d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait ce qu'il a dit. Mais en tout cas, 6,9% de croissance, il y a beaucoup de pays qui en rêveraient. Hein. C'est facile de dire la Chine a baissé, mais c'est quand même 6,9%. Et j'avais remarqué à Davos, c'est pas tellement les propos de George Soros que je trouve intéressants, c'est ceux de Christine Lagarde. Vous les avez vus, ça? Christine Lagarde, la présidente du FMI. Oui, elle est optimiste. Elle a dit, voilà, j'ai noté exactement, nous ne voyons pas un atterrissage brutal de la Chine, nous voyons une évolution, une grande transition qui va peut-être secouer, provoquer des turbulences, et nous allons devoir nous y habituer. C'est, je crois, assez bien vu. Il y a des chances que ça se passe comme ça. Il va falloir observer l'évolution de la Chine dans une période où elle doit préserver son taux de croissance, faire en sorte que tout ce qu'elle gagnait, en fait, par les exportations, maintenant, c'est moins évident. Il faut donc le gagner par le marché intérieur, faire en sorte que les Chinois consomment plus. Et ça, c'est très important. Et ça peut maintenir peut-être le taux de croissance à un bon niveau. Ça m'a l'air assez indispensable maintenant de regarder plus ça que... Voilà, Lagarde peut-être a dit plus juste que Soros. Donc, mais alors, la dernière question... La Chine, malgré toutes ces difficultés ou tous ces problèmes, la Chine continue à investir à l'étranger. Comme vous l'avez dit, professeur Ting, tout à l'heure, récemment, il a annoncé, lors de la visite de Xi Jinping au Proche-Orient, la Chine va investir 55 milliards de dollars pour l'industrialisation de la région. Alors, que pensez-vous de cet investissement risque, peut-être, parce que Proche-Orient, c'est le synonyme de, comment dirais-je... Oui, tout de même. C'est une question de poule et d'œuf. Est-ce que la situation de désordre, d'insécurité, etc., n'est pas liée au sous-développement de la région? D'accord. S'il peut se développer, ça peut être taux de chômage très important dans la région, surtout dans la jeunesse. Donc, on ne sait pas. Probablement, si on donne plus d'espoir de développement et de croissance dans ces régions-là, et si on donne plus d'emplois aux jeunes sans emploi, eh bien, ça pourrait effectivement changer l'état de choses, l'état d'esprit des gens. Donc la Chine prend ce risque. C'est ça. Surtout que économiquement, ça peut être intéressant aussi. Oui. Il y a du pétrole, par exemple, en Arabie Saoudite. Qui est bon marché, là, maintenant. Ben oui. Bon. Mais investir un peu là-bas pour la Chine, c'est pas une mauvaise idée. D'accord, bon, politiquement et économiquement. Oui. Bon, très bien. Merci beaucoup, hein, merci. Je suis très content parce que au début, j'étais un peu inquiet. À la fin, votre optimiste m'a convaincu. Bon, merci beaucoup, tous les deux. Merci, professeur Ting, merci, Richard. Et merci pour votre analyse. Voilà, la prochaine fois, lorsqu'il y a une chute de bourse, je vous inviterai pour rassurer le marché. Ah bon, Voilà. Bon, merci aussi pour nos chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.
C'est un peu de chance.